Nous voilà rendus à l'introduction du cours de marketing RH et marque employeur. Donc après les quelques mots d'avant-propos, je vais maintenant aborder dans cette introduction la question des enjeux du marketing, ressources humaines et de la marque employeur. Autrement dit, au sens propre du terme, qu'est-ce qui est en jeu et pourquoi et en quoi un tel cours est important pour la gestion des ressources humaines. Alors, comme indiqué sur la diapositive, on va survoler rapidement quatre grands types d'enjeux. Les enjeux organisationnels, les enjeux stratégiques, les enjeux que j'appelle sociaux, sociétaux et politiques, et puis les enjeux technologiques. Quelques mots d'abord sur les enjeux organisationnels. Avec ces enjeux, il s'agit au fond de voir comment la firme, ou plus généralement l'organisation, peut combiner d'une part la prise en compte des attentes des salariés, d'autre part les objectifs propres à la firme. Alors cette question est centrale en gestion des ressources humaines. Cependant, la bonne combinaison des attentes des salariés et des objectifs de l'entreprise est difficile à évaluer. De même qu'il est peu probable que la firme néglige ses propres objectifs. Il est plus facile d'imaginer par exemple la non prise en compte des attentes des salariés. Et dans ce cas, on peut, disons, raisonnablement penser que les salariés se désinvestiront, entre guillemets, de la firme de plusieurs manières, hein, si on ne prend pas en compte leurs attentes. Si les attentes des salariés ne sont pas réellement, les attentes financières des salariés ne sont pas réellement prises en compte, il est possible que ceux-ci limitent leur engagement en adoptant la formule traditionnelle selon laquelle si l'employeur fait semblant de me payer, je ferai semblant de travailler. Idem si les perspectives d'avancement, de promotion, de formation des salariés sont négligées par la firme, on obtiendra probablement le même résultat que celui que je viens d'indiquer, c'est-à-dire un retrait, un désinvestissement, hein, je dirais, des salariés à l'intérieur de leur firme. Par parenthèse, ces questions sont bien documentées en droit du travail, où l'on connaît assez bien les petites et les grandes arnaques des salariés. Alors, c'est pas moi qui utilise ce terme, hein, c'est le titre d'un article assez connu, hein, paru il y a une dizaine d'années dans la revue professionnelle, Les Cahiers du DRH. Petites et grandes arnaques qui permettent finalement aux salariés, grâce à des stratégies individuelles, de rééquilibrer leur rétribution, c'est-à-dire d'ajuster leur travail réel à ce qu'ils reçoivent réellement de l'employeur. À titre d'exemple, on peut évoquer parmi ces stratégies individuelles l'abus des congés maladie, la fraude au travail effectif, notamment par un badgeage erroné. Il peut y avoir aussi le remboursement de frais fictifs, ou encore l'utilisation indue de matériel ou de véhicules de la firme. Or, d'autres stratégies peuvent également nuire à la firme qui ne prend pas en compte les attentes des salariés. Il peut y avoir une augmentation de la syndicalisation des salariés dans l'entreprise. Il peut y avoir aussi des retards, hein, les gens arrivent en retard, une mauvaise ambiance, voire des bagarres, des violences ou des sabotages ou des vols dans l'entreprise. Il peut aussi y avoir le dénigrement de la firme à l'extérieur, par exemple sur les réseaux sociaux, etc. Et dernier point, on peut noter aussi dans ces stratégies individuelles, ou plutôt dans les conséquences de la non prise en compte des attentes des salariés, ce qu'on a déjà vu, à savoir l'instabilité du personnel sous forme de turnover, ou une augmentation de la conflictualité, hein, par exemple l'augmentation du nombre de jours de grève par salarié et par an dans la firme. Alors, voilà à peu près pour ce qui concerne les enjeux organisationnels qui sont importants, en rappelant donc une bonne, entre guillemets, combinaison des attentes des salariés et des objectifs propres à l'organisation constitue quand même un défi pour l'entreprise.
Alors par parenthèse, la bonne combinaison, entre guillemets, se manifeste surtout en termes négatifs. À savoir qu'on sait ce que c'est une mauvaise combinaison des attentes des salariés et des objectifs propres de la firme, c'est-à-dire par exemple les objectifs de la firme sont privilégiés et les attentes des salariés sont ignorées. Donc là on sait ce que ça peut donner, hein, cette mauvaise combinaison. J'ai déjà évoqué ça donnera des phénomènes mesurables tels que je viens de les évoquer ci-dessus. Qu'est-ce qu'on peut dire des enjeux stratégiques du marketing ressources humaines et de la marque employeur? Là, il est probable qu'un bon marketing RH peut constituer une source d'avantage concurrentiel pour la firme, ou inversement, un mauvais marketing RH désavantagera la firme vis-à-vis de ses concurrents. On sait, notamment par le Mercator, donc la Bible que j'évoquais, la Bible entre guillemets que j'évoquais tout à l'heure, en matière de marketing, on sait qu'un avantage concurrentiel est une compétence, je cite donc le Mercator, dans son édition 2017, un avantage concurrentiel est une compétence décisive et durable qui, par son adaptation au marché, améliore la position concurrentielle de l'entreprise et conduit à une rentabilité supérieure à celle de ses concurrents. Un avantage, je cite toujours, peut ainsi prendre de multiples formes: la capacité de produire à des coûts inférieurs à la concurrence, l'attractivité de la marque qui permet de vendre ses produits à un prix supérieur, la qualité des biens et services vendus, la puissance commerciale, l'expertise dans un domaine attractif, la possession de ressources rares, etc. Voilà, ça c'est l'avantage concurrentiel, ce qu'on sait en résumé, si vous voulez, de l'avantage concurrentiel. Alors on peut dire aussi que dans ce contexte-là, le personnel peut constituer un avantage concurrentiel, justement parce qu'il peut constituer une ressource rare. Il peut constituer aussi un réservoir d'expertise ou d'expérience acquis notamment dans l'entreprise, hein, par le learning by doing, qui permettra comme l'indique le texte que j'ai lu, qui permettra de produire plus, mieux ou plus vite. Donc là, c'est un aspect intéressant de relever le rôle du marketing RH et dans les enjeux stratégiques de la firme. Donc ça permet aussi de prendre un peu de hauteur et de raccrocher aussi le marketing RH à d'autres enjeux des sciences de gestion. Et notamment hein, ces questions d'organisation et de stratégie de l'entreprise. Alors, venons-en aux enjeux sociaux, sociétaux et politiques. Alors, de nouveau, les termes sont très larges et peuvent couvrir des champs assez vastes. Ces enjeux peuvent en particulier couvrir la formation et la montée en compétences, hein. Le gouvernement présentant d'ailleurs la transformation de la France en société de compétences comme un défi hein, du XXIe siècle. Peut couvrir aussi l'équilibre, hein, la recherche d'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée. Peut couvrir le développement personnel, peut couvrir la rémunération, donc tout un tas d'aspects qui sont importants et pour lesquels finalement l'entreprise, la firme est attendue par la société, avec un grand S, sinon par les salariés eux-mêmes, bien sûr. On attend de plus en plus que la firme s'implique dans la société. Alors c'est une réalité, bien sûr, notamment à travers la vie de la société au quotidien. Les entreprises, naturellement, sont immergées dans la société, mais il y a de plus en plus un effort de formalisation. On reverra ça notamment avec le souci de justifier la place de la firme ou des sociétés commerciales, hein, notamment par la création du concept de raison d'être de la société au sens entreprise.
Ce concept a été introduit par une loi récente, de mai 2019. Et bon, et Télescope un peu d'autres concepts qu'on verra, notamment la culture d'entreprise et la marque employeur. Mais ce qui est intéressant au-delà de la notion de raison d'être, qui est une notion qui n'est pas imposée aux entreprises, mais qui est suggérée, c'est qu'il y a cette volonté d'impliquer de plus en plus les entreprises justement dans la société avec un grand S. Et quelque part d'essayer de justifier la situation des entreprises dans, dans la société. Enfin, je termine cette diapositive. Et la transition est toute trouvée. On parlait juste de formation et de montée en compétences des salariés et des entreprises d'ailleurs. La transition est trouvée avec les enjeux technologiques. Alors pour les firmes, les enjeux technologiques du marketing RH et de la marque employeur sont à rapprocher des enjeux stratégiques et consistent essentiellement à acquérir des compétences particulières. Alors, soit par exemple en recrutant des salariés spécialement qualifiés, soit en formant en interne des collaborateurs déjà présents dans l'organisation. Donc c'est tout le mécanisme de montée en compétences ou de diversification des compétences. On comprend que dans le premier cas, donc les recrutements, il s'agira pour la firme d'attirer des salariés dont elle peut avoir besoin pour améliorer son avantage concurrentiel. Et là, le marketing RH et la marque employeur sont des éléments d'attraction importants, sont des outils d'attraction importants. Dans le second cas, l'amélioration des compétences des salariés déjà présents dans la firme, eh bien, le marketing RH et la marque employeur vont contribuer à fidéliser, à conserver le capital humain de la firme. Alors, en miroir, les enjeux technologiques du marketing RH, bien sûr, ne sont pas moins importants pour les salariés. Le marketing ressources humaines peut ainsi s'appuyer sur les outils classiques des ressources humaines qu'on a déjà un tout petit peu évoqué, la rémunération, la formation professionnelle, l'augmentation des compétences ou la diversification des compétences, etc. Au moment où on commence un cours qui s'intitule Marketing ressources humaines et marque employeur, on est rapidement confronté à une interrogation majeure liée au chômage de masse. En effet, en schématisant, on peut dire que le marketing employeur apparaît comme un outil à disposition de la firme pour choisir les meilleurs collaborateurs parmi les candidats à l'emploi. Ceci étant, avec plusieurs millions de chômeurs, par exemple je prends le cas de la France, on pourrait penser tout simplement que le problème des firmes n'est pas franchement d'attirer les candidats. Il y aurait même trop de candidats. En d'autres termes, si vous voulez, en situation de chômage de masse, la firme ne devrait pas avoir besoin de vanter en quelque sorte ses atouts pour attirer les candidats. En fait, comme je l'indique sur la diapositive, il y a en réalité une sorte de paradoxe qui résulte effectivement de la coexistence ou de la cohabitation entre d'une part un chômage important et puis d'autre part des difficultés de recrutement pour les firmes. Alors on va essayer de voir un peu d'où vient ce problème. Eh bien, à y regarder de près, en fait, le paradoxe n'est peut-être qu'apparent. Alors il y a effectivement beaucoup de demandeurs d'emploi et peu d'offres d'emploi. Et il y a effectivement beaucoup d'entreprises qui ont intérêt à développer une démarche de marketing ressources humaines et de marque employeur pour bien recruter. Alors pourquoi ? Eh bien parce qu'en fait, le chômage n'est pas la différence arithmétique entre le nombre d'offres d'emploi et le nombre des demandes d'emploi. Il y a en effet deux niveaux d'appréciation qui ne sont pas nécessairement liés entre eux. Enfin, j'essaye de m'expliquer.
Il y a un niveau global, une sorte de marché du travail global à l'échelle d'un pays, hein, qui fait état pour la France, par exemple, de 3 à 6 millions de chômeurs selon le mode de décompte. Euh, Ce niveau d'analyse, ou ce marché du travail global, hein, comme on pourrait l'appeler, ne présente en fait aucun intérêt pour les entreprises. Enfin, je grossis le trait, mais sauf un intérêt sur les perspectives sociales, les perspectives de consommation, etc. Mais du point de vue strict de l'emploi, le marché du travail global, tel que je viens de l'indiquer avec ces quelques millions de chômeurs, ne présente pas d'intérêt pour les firmes. Euh, mais bien sûr, enfin d'intérêt du point de vue de l'emploi. Bien sûr, il donne une idée de la situation économique d'un pays, comme je l'indiquais, permet d'évaluer, de mettre en place des financements globaux, en particulier le gouvernement et le Parlement qui vote le budget peuvent envisager des manières de financer l'indemnisation du chômage, peuvent réfléchir à des politiques globales de l'emploi en termes de formation, en termes de diminution éventuellement des charges sociales, en termes de durée et de montant des indemnisations du chômage, tout ce que vous voulez, etc. Tout ça, c'est connu. Sinon, pour les entreprises, qui indirectement peuvent être concernées par les mesures prises par les pouvoirs publics, je dirais il n'y a pas le marché du travail global ne présente pas d'intérêt. Ça, c'est le premier niveau. Et puis il y a un deuxième niveau qui est un niveau de détail et qui est celui des différents marchés du travail intéressants en réalité, concrètement, les entreprises et les personnes à la recherche d'un emploi. Alors l'erreur en matière d'emploi réside en pratique dans la confusion entre les deux niveaux ou les deux types de marché du travail. Le chômage et les problèmes de recrutement ne se posent pas sur un marché du travail global, mais nécessitent une approche très fine par métier, territoire, niveau de qualification ou d'expérience. C'est ce qu'on appelle les marchés du travail au pluriel et non pas le marché du travail, qui a un caractère beaucoup plus global. En d'autres termes, il existe une grande diversité des marchés du travail. Si l'on croise les bassins d'emploi, on appelle bassin d'emploi, si vous voulez, les zones géographiques. Alors, c'est pas un terme légal, hein, enfin réglementaire, je dirais, ou juridique. Hein, c'est simplement un terme économique, hein, conçu notamment par l'Institut national de la statistique. Un bassin d'emploi, les bassins d'emploi sont des zones géographiques, hein, dans lesquelles les demandeurs d'emploi peuvent postuler à des offres d'emploi sans contrainte excessive de transport. En gros, ils peuvent aller et venir de leur domicile à leur lieu de travail sans coût et sans temps excessif, quoi. Ça veut dire, par exemple, pour donner une idée, que pour ce qui concerne un département comme la Martinique, le bassin d'emploi de la Martinique sera en gros presque l'ensemble de l'île, dans la mesure où, voilà, à l'extrême limite, si vous voulez, on peut aller d'un point à un autre de l'île pour travailler. Plus particulièrement, les bassins d'emploi en Martinique seront limités à des zones où on peut faire l'aller-retour, si vous voulez, entre le domicile et le travail en 1 heure ou 2 heures. Donc voilà un peu l'idée. Au-delà, le temps perdu et les coûts de transport deviennent véritablement excessifs. Deuxième aspect, donc là, on va croiser, pour obtenir cette grande diversité des marchés du travail, on va croiser plusieurs aspects. Donc les bassins d'emploi que je viens d'évoquer. On va croiser ensuite les métiers. Par exemple, les métiers de la mécanique automobile ne sont pas ceux de la boulangerie ou de l'aide aux personnes âgées ou de l'enseignement ou de la santé. C'est-à-dire que quand une clinique recherche du personnel de santé, si vous êtes mécanicien ou mécanicienne automobile ou boulanger, boulangère, etc., vous ne ferez pas nécessairement l'affaire, ou même pas du tout, dans une clinique en tant que personnel de santé, du moins. Donc, si vous voulez, il y a une deuxième segmentation qui vient s'ajouter à la segmentation liée comment dirais-je, au bassin de l'emploi. Et cette deuxième segmentation, c'est une segmentation qu'on appellerait une segmentation par métier. Enfin, il y a une troisième segmentation qui est celle des niveaux.
C'est-à-dire que la plupart des métiers sont hiérarchisés ou plus ou moins classés en 3 ou 4 niveaux ou plus, hein, éventuellement, selon les qualifications et l'expérience. Quel que soit le domaine, un ouvrier spécialisé n'est pas un ouvrier qualifié, n'est pas un ouvrier hautement qualifié, n'est pas un technicien, n'est pas un ingénieur, par exemple. Donc, on a une sorte de hiérarchisation à l'intérieur, donc même des métiers. Et donc, quand on croise les bassins d'emploi, les métiers différents et les niveaux, disons hiérarchiques, hein, pour simplifier, ou les niveaux de qualification, eh ben, on obtient une grande diversité de marchés de l'emploi spécifiques et individualisés, si vous voulez. Donc les offres d'emploi, les offres et les demandes d'emploi vont être segmentées au minimum selon les territoires, bassins d'emploi, les métiers et les niveaux hiérarchiques de qualification et d'expérience. Donc vous voyez un peu l'idée, ça veut dire qu'on s'éloigne considérablement, et encore ma présentation est très simplifiée. On peut encore affiner, avoir une présentation encore plus fine qui va permettre de déterminer des mini-marchés du travail, des micro-marchés du travail, qui ne vont pas globalement fonctionner comme le marché général du travail, où il y a, disons, je sais pas, imaginons quelques centaines de milliers d'offres d'emploi sur le site du Pôle emploi et quelques millions de demandes d'emploi sur le même site. Donc on a l'impression qu'au fond, le chômage serait lié, enfin, est inexplicable. Comment ça se fait qu'il y a des offres d'emploi non satisfaites, alors qu'il y a des demandes d'emploi non satisfaites. Et en fait, parce que au fond, l'accord ne se fait pas à un niveau global, il va se faire dans le détail, dans ces micro-marchés du travail. Donc une grande diversité des marchés du travail, c'est ce qui explique, hein, donc, en partie, même largement d'ailleurs, le fait qu'on ne parle pas de la même chose et que on peut avoir, pour répondre à la question qu'on se posait en début de diapositive, on peut avoir beaucoup de demandeurs d'emploi, et pourtant les entreprises ne trouvent pas leur bonheur. Alors ça n'est pas simplement parce que les entreprises ne voudraient pas, imaginons, payer les gens à leur juste prix. Ça peut arriver dans certains secteurs, mais ça, c'est pas ça. En fait, c'est parce que les demandeurs d'emploi sont dans des secteurs où il n'y a pas d'offre d'emploi. Mais il y a d'autres secteurs où il y a des offres d'emploi. Et dans les autres secteurs où il y a des offres d'emploi, si vous voulez, il y a lieu de réfléchir à la mise en place de marketing RH et offre employeur. Voilà, pour résoudre le paradoxe qu'on évoquait. Alors, pour illustrer ça, juste un article d'actualité, enfin d'actualité qui remonte juste avant la pandémie, ou au tout début, mais enfin, ça n'a rien à voir avec la pandémie, bien sûr. Un article qui est paru dans le quotidien économique Les Échos en 2020, et qui a pour titre plus de la moitié des emplois à pourvoir ne trouvent pas preneur. Ah, c'est un thème récurrent, hein, de la presse en général. Comment se fait-il que, avec l'idée sous-entendue il suffirait de botter les fesses aux chômeurs pour qu'ils aillent travailler dans tous ces emplois qu'on propose et qu'ils ne trouvent pas preneur. Oui, enfin, sauf que si vous êtes mécanicien auto ou boulanger et qu'on vous propose un emploi d'anesthésiste à la clinique Saint-Paul, ben voilà, vous ne pourrez pas postuler tout simplement. Donc il y a cette question de la correspondance entre les offres et les demandes qui n'est pas résolue. Alors justement, face au paradoxe apparent, hein, qui fait coexister beaucoup de demandeurs d'emploi et beaucoup d'offres d'emploi non satisfaites, bah justement, le marketing RH est une sorte de solution chirurgicale, entre guillemets, c'est-à-dire une solution qui permet d'agir, qui devrait permettre d'agir dans le détail, à la fois sur l'offre d'emploi émanant des firmes et sur la demande d'emploi émanant des collaborateurs et futurs collaborateurs. Cette action peut se faire, comme je l'indique sur la diapositive, très schématiquement, bien sûr, suivant deux axes, hein, le développement de l'attractivité chez l'employeur et
la valorisation et la fidélisation des collaborateurs. Alors je vous propose de survoler ces deux axes rapidement dans les deux diapos qui suivent. De quoi parle-t-on précisément quand on parle de l'attractivité de l'employeur, qui est un concept fondamental du marketing RH et de la marque employeur? Eh bien, on peut définir l'attractivité de l'employeur comme sa capacité à augmenter le nombre de candidats aptes à l'emploi, le nombre de candidats qu'il propose sur le marché du travail. Il ne s'agit pas, en effet, comment dire, pour la firme d'augmenter le nombre absolu de candidats qu'elle va accueillir, enfin qu'elle va recevoir, candidats à l'emploi, mais d'augmenter le nombre de candidats potentiellement aptes, afin de lui permettre à la firme de choisir les plus aptes ou les meilleurs. Et donc de surclasser, comme vous l'avez compris, dans ce domaine, les autres firmes. On revient sur, par exemple, la notion d'avantage concurrentiel. Alors, pour obtenir cet effet, il y a deux catégories de leviers qui permettent d'activer, si on peut dire, cette attractivité. Il y a des aspects ou des leviers que j'appellerais classiques. Je passe très rapidement, parce que ce n'est pas exactement l'objet de notre cours, mais ça joue quand même. L'employeur peut agir, bien sûr, sur les rémunérations, levier important dans cette catégorie de levier classique. Rémunération en montant, nature, donc fixe, variable, en manière dont on négocie individuellement ou collectivement les rémunérations. Donc tout l'aspect rémunération. L'employeur peut aussi agir sur les conditions de travail. Alors c'est une notion très large, mais qui couvre le travail lui-même, les horaires, les cadences, la pénibilité, mais aussi l'environnement au travail. L'espace dans lequel on évolue, le stress au travail, etc. Alors, ces conditions de travail, on ne les traitera pas, c'est vraiment l'objet c'est une question en soi, je dirais, des ressources humaines qui dépassent largement le marketing ressources humaines. Troisième levier sur lequel, le levier classique sur lequel l'employeur peut agir, c'est le besoin de reconnaissance des salariés. Qu'est-ce que je veux dire par là? Les salariés ont besoin d'être reconnus au-delà du fait d'être rémunérés, bien sûr, etc. Mais ce besoin de reconnaissance va au-delà de la rémunération et va comprendre, par exemple, des éléments concrets de reconnaissance qui sont exprimés par l'employeur, par exemple, un avancement. Bénéficier d'une formation, être distingué d'une manière ou d'une autre, des éléments matériels, bien sûr, ça peut être, par exemple, avoir un bureau à soi, avoir des matériels pour travailler, un véhicule de service ou de fonction, bon, pour certains cadres ou certains techniciens, avoir des ordinateurs, des moyens de communication, téléphone portable, etc. Bien sûr, dans l'intérêt de l'entreprise, il ne s'agit pas de cadeaux, mais c'est la reconnaissance d'une fonction, en quelque sorte. Le besoin de reconnaissance, ce n'est pas nécessairement un besoin d'être adoré, mais c'est simplement le besoin que la fonction du salarié soit reconnue par l'employeur. Au-delà, bien sûr, de l'aspect classique de rémunération. Puis, il y a d'autres leviers, je citerai, mais la liste n'est pas exhaustive, par exemple, le besoin d'équité, qui fait partie aussi des leviers classiques sur lesquels l'employeur peut agir pour activer l'attractivité vers les salariés, pour que l'entreprise soit attractive aux salariés, satisfaire le besoin d'équité. Alors ce besoin d'équité, c'est plutôt le fruit d'une comparaison avec les collègues de la firme qui se trouvent dans la même situation. D'une manière générale, on doit éviter les discriminations, c'est-à-dire de traiter de manière différente des situations identiques. Ça veut dire que les gens qui sont dans la même situation, au-delà de l'aspect juridique bien sûr, mais les gens qui sont dans la même situation doivent être traités de la même manière, au minimum. Et donc, si un salarié qui appartient à une catégorie de salariés donnée, bien identifiée, etc., n'est pas aussi bien traité que ses collègues,
eh ben, il y aura un déficit du point de vue de l'équité. Il y aura une petite sonnerie ou une lumière là qui va s'allumer et qui va perturber les rapports entre le salarié et l'employeur. Le besoin d'équité peut aussi s'exprimer par rapport à des collègues, enfin des équivalents collègues, si vous voulez, qui n'appartiennent pas à la même firme, mais à d'autres firmes, mais qui sont dans le même type d'emploi. Euh, Imaginons des salariés qui ont le même type d'emploi et qui ne sont pas payés de la même manière. Ça peut finir par poser des difficultés. Donc voilà, hein, ça ce sont ce que j'appelle les catégories de leviers pour activer l'attractivité, les catégories de leviers classiques sur lesquels l'employeur peut agir. Donc on va pas trop développer hein, ces aspects-là dans ce cours. Et puis il y a une deuxième catégorie, une seconde catégorie de leviers nouveaux ou complémentaires euh, pour aider à l'attractivité. Euh, le marketing RH et la marque employeur font partie de ces leviers. Très simplement et pour résumer à très grands traits, le marketing RH est un ensemble de techniques mises en œuvre par la firme qui tendent à assimiler le collaborateur ou le futur collaborateur à un client que la firme cherche à attirer. Donc voilà, hein, en gros. Hein, la marque employeur, quant à elle, c'est un des moyens du marketing RH. Elle se centre plutôt sur l'image de la firme. On verra que la marque employeur fonctionne un tout petit peu comme les autres marques, hein, la marque produit qui consumer brand, comme disent les anglo-saxons, qui est dirigée vers les clients. La marque entreprise, corporate brand, qui est plutôt dirigée vers le monde extérieur, donc bien sûr les clients, bien sûr les fournisseurs, bien sûr les investisseurs, bien sûr les pouvoirs publics, etc., mais qui cherche aussi à viser le grand public en général pour développer une image positive de la firme. Puis la marque employeur, qui est aussi une marque, mais distincte des deux autres, ou qui peut quelquefois être confondue avec les deux autres, et qui vise, elle, spécifiquement à attirer et à fidéliser les collaborateurs. Mais c'est un outil hein, qui s'insère dans le cadre du marketing RH. Après le développement de l'attractivité chez l'employeur, le deuxième enjeu du marketing RH et de la marque employeur, c'est la valorisation et la fidélisation des collaborateurs. On a vu plus haut que, de ce point de vue, le marketing RH permettait d'agir dans le détail à la fois sur l'offre d'emploi émanant des firmes et sur la demande d'emploi émanant des collaborateurs et des futurs collaborateurs. Donc jetons un œil à cette valorisation et à cette fidélisation des collaborateurs. Alors, la fidélisation des collaborateurs est en fait complémentaire, hein, on le comprend bien, de l'attraction, alors que l'attraction des collaborateurs vise les candidats à l'emploi, donc les gens qui sont à l'extérieur par définition de l'entreprise, de la firme. La fidélisation va viser les collaborateurs qui sont déjà intégrés dans la firme. Je les appelle ici les clients ou le client interne ou les clients internes. Alors, la fidélisation n'est pas un concept moral. Hein. Je le dis tout de suite, hein, comme pourrait l'être d'ailleurs la loyauté en droit du travail, par exemple. La fidélisation dont il est question ici se définit simplement et objectivement comme une très faible tendance à rechercher ou à examiner les offres d'emploi externes. Il y a cependant des degrés dans cette fidélité, ou dans cette fidélisation, pardon. Il y a d'abord la fausse fidélité. Alors, dans la fausse fidélité, le collaborateur cache son jeu, entre guillemets, mais recherche activement un emploi à l'extérieur de la firme. Et ensuite, la fidélité latente. Dans ce cadre-là, le collaborateur ne cherche pas d'emploi, mais ne refuserait pas une opportunité d'emploi à l'extérieur, donc si elle se présentait. Et enfin, il y a la fidélité réelle ou la vraie fidélité. Dans ce cas-là, le collaborateur est convaincu de travailler au bon endroit et il milite en quelque sorte pour l'entreprise.